Bonjour et bienvenue dans Amis, un podcast dédié à la redécouverte de Twin Peaks et à l'appréciation d'Audrey Horne. Ça, c'est vrai. Salut, moi, c'est Marie et grâce à Twin Peaks, j'ai arrêté de fumer, ce matin. Waouh. Parce qu'elles ont tellement une belle peau et je me suis dit, j'aurais jamais une aussi belle peau si je continue à fumer. Voilà. Bah écoute, merci Twin Peaks. Voilà, on va voir si ça tient. Et moi, c'est Anaïs et comme la bûche de la Log Lady, je ne juge pas. Oui, c'est vrai. Cette semaine, Marie a regardé les épisodes 5 et 6 de la première saison de Twin Peaks et je sais pas ce que t'en penses, mais pour une fois, on a affaire à 2 épisodes relativement normaux. Oui, relativement. Il y a quand même quelqu'un qui sort un jambon de son sac, mais à part ça, ça va. Oui. C'est pas trop absurde. Oui, c'est une jambe de... Oui, une jambe de mouton. Ouais, voilà. Pour être précise. Au fait, on n'a pas parlé du générique la dernière fois, alors que c'est quand même un élément très important de cette série. Est-ce que le générique te plaît ou pas ? Oui, il est très bien, mais je le regarde jamais. Non, c'est un très bon générique et la musique est super. Mais même dès le premier épisode, même s'il y a des musiques qui me crispent un petit peu, et de moins en moins en vrai, mais le thème de James et Donna, enfin celui qui joue à chaque fois qu'ils s'embrassent, me sort par les trous de nez toujours autant. Mais est-ce que c'est pas juste le fait de voir James et Donna s'embrasser qui sort par les trous de nez ? Ça aussi, mais vraiment la musique est... à ce moment-là... C'est un conditionnement mental en fait. Non, mais la musique est très soapy à ce moment-là. Et puis, je pense que c'est le principe, c'est un peu grandiloquent. Mais le générique, j'adore. Enfin, j'adore. J'adore pas assez pour le regarder apparemment. Ouais, mais j'ai tendance à zapper les génériques, ça me saoule un peu quand je regarde les... Quoi ? Bah évidemment. Attends, je me souviens d'une conversation très sérieuse qu'on a eue où tu m'as dit je ne zappe jamais un générique, c'est comme ça qu'on se met dans l'ambiance d'une série, genre je laisse toujours les génériques au début. Ça dépend lequel. Game of Thrones, je le zappe jamais. Buffy, je le zappe pas. Les autres, je les zappe. Waouh. À la fin de chaque épisode de ce podcast, Marie, tu fais des prédictions sur la suite de Twin Peaks. On va écouter ce que tu avais prédit pour les épisodes que l'on vient de voir. Précédemment dans Amis. Je pense que Josie, elle va pas faire long feu. Parce que... Pourquoi ? Parce qu'elle est un peu menacée par Catherine et par Horn. Et qu'elle suspecte qu'ils se sont peut-être débarrassés de son mari, son défunt mari. Surtout, le shérif lui a promis qu'il ne lui arriverait rien. Et en règle générale, quand tu promets ça, il arrive forcément quelque chose. Je pense que Cooper va commencer à creuser du côté du psy. Je pense que Léo va encore faire des siennes et qu'on va découvrir un peu plus sur le trafic de drogue auquel il y est lié. Non, mais sinon, l'enquête continue. Je me demande, en fait, s'il va se passer quelque chose entre Audrey et Cooper ou si ça va juste être un jeu de séduction. Voilà. En fait, c'est pas des prédictions, c'est juste, tu dis l'enquête continue et je me demande ce qui va se passer. Oui, c'est ça. En fait, il y a tellement d'intrigues que en prédire une, voilà, c'est compliqué. Bon, Josie est toujours là. Josie est toujours là. Elle a pas pris cher. Elle a pas pris cher et il y a eu un petit retournement. Mm-hmm. C'est peut-être pas une vicose, en fait. Bah, écoute, on va voir ça. À chaque fois, tu nous prépares un petit résumé des épisodes que tu viens de voir. Alors, en 1 minute, est-ce que tu peux me dire ce qu'il s'est passé dans ces épisodes 5 et 6 ? Alors, Jared a décidé de ne pas se suicider et il a changé son testament pour léguer les tours à Jade au lieu d'Emeraude. J'ai mis 10 secondes à comprendre de quoi tu parlais. Mais Emeraude a découvert le pot rose, je vais pas continuer. Donc là, tu nous fais comme Lucy, c'est-à-dire que tu nous racontes Invitation to Love au lieu de raconter ce qui se passe vraiment. Mais j'ai vraiment envie de voir Invitation to Love. Bah, écoute, mais enfin bon, dans les épisodes 5 et 6, ce qui s'est vraiment passé, alors déjà, Andy a 3 de QI, mais il maîtrise le fusain mieux que Picasso. C'est vrai. Il dessine hyper bien, quoi. D'ailleurs, il y a de l'eau dans le gaz entre lui et Lucy. Et je sais pas trop ce qui s'est passé là, mais ça m'intrigue beaucoup. Il y a environ 40 intrigues parallèles, donc je me concentre sur la principale, c'est-à-dire Lucy et Andy. Sinon, Jerry, le frère de Ben, Horn, continue son tour du monde gastronomique, cette fois avec une jambe d'agneau. Et Cooper et le shérif vont enfin parler à la vraie héroïne de cette série, la bûche. Laura voulait mourir, on apprend ça aussi, très important, mais le plus important, c'est Audrey Cooper, et je sais pas ce qui se passe, mais à la fin, elle est à moitié nue dans son lit, quoi. Donc voilà. Gros cliffhanger. Ouais. Avant toute chose, est-ce que tu as des nouvelles questions pour moi cette semaine ? Alors, est-ce qu'il y a qu'un seul psy dans cette ville ? Oui, et malheureusement pour eux, c'est Dr Jacobi.
Et d'ailleurs, j'ai une question annexe. Quelle est la taille de cette ville ? Parce que sur le signe de la ville, il y a marqué plus de 50 000 habitants, mais ils ont l'air de tous connaître. Mais en même temps, il y a aussi un department store, ce qui est quand même un grand magasin. Et en même temps, ça a l'air d'être une petite ville de plouc. J'arrive pas à comprendre démographiquement comment ça fonctionne. Le department store, pour moi, je pense qu'on peut l'expliquer si on veut. C'est un peu comme à Sunnydale dans Buffy. Oui, où il y a un port, un aéroport. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une seule rue, mais il y a... Exactement. Mais là, je pense qu'on peut l'expliquer par le fait que c'est à la frontière avec le Canada et que pour le coup, pour avoir été à la frontière avec le Canada, il y a beaucoup de department stores autour où les gens vont acheter des trucs moins chers, détaxés. Donc je me dis que peut-être ça peut s'expliquer comme ça. Oui, peut-être. Pour la petite histoire, c'est pas 50 000 habitants, c'est 5 000 habitants. Il y a eu une petite erreur sur le panneau de Twin Peaks. Donc ça explique aussi pourquoi, effectivement, on n'a pas l'impression que c'est une ville de 50 000. Clairement, ça explique mieux. Ouais. Pourquoi est-ce que Cooper et le shérif sont toujours pas allés au One Eye Jack ? Parce qu'on en parle tout le temps dans l'enquête et ils y ont toujours pas mis les pieds. Alors que ça a été mentionné genre 15 fois depuis le début de l'enquête. Pourquoi Ben Horne se balade avec une poupée d'Elvis ? Bonne question. Clairement, c'est une sorte d'extension de son pénis. Qui est la coiffeuse locale et quand est-ce que je peux prendre rendez-vous ? Parce qu'alors Audrey et Donna ont des cheveux magnifiques, quoi. Enfin, leur coiffure, c'est incroyable. Est-ce que Andy et Lucy vont avoir des enfants un jour ? Et est-ce qu'en fait, leurs enfants vont être des génies ? Parce que moi, c'est ma théorie. Je ne réponds pas à cette question. Pourquoi est-ce que Josie est toujours en nuisette en satin ? C'est pas très approprié, je trouve, parce qu'elle se balade et elle vit avec quelqu'un qui n'est pas son mari, et elle est toujours en nuisette un peu... Après, c'est un peu pour moi la limite du personnage de Josie, c'est que c'est vraiment, encore une fois, un stéréotype de femme fatale, et pour le coup, à part pas très bien parler anglais et se balader en nuisette, elle fait pas grand-chose, et c'est un peu dommage. Je suis bien d'accord. Et ben c'est tout. Bon, on va commencer à rentrer dans les épisodes, mais question essentielle, est-ce que tu arrives à suivre toujours ? Oui. Après, il y a des trucs que je relève, tu vois, lors du deuxième visionnage. Par exemple, j'avais pas relevé que Ben Horne et son frère travaillent sur un développement immobilier. Et j'ai noté au deuxième visionnage aussi, en regardant un peu la déco du diner, qu'il y avait des affiches contre le développement immobilier. Et donc, je me suis dit, tiens, il y a une tension dans la ville autour de ça, mais qui n'a pas encore été abordée. Donc, il y a des petites choses que je note aussi. Bien joué. T'as vu ? Détective Marie-Thérèse. Ouais. Laura Palmer. I know who killed Laura Palmer. L'enquête progresse encore un petit peu, lentement mais sûrement, dans ces épisodes. À ce stade, qui sont tes principaux suspects, Marie ? Il y a des suspects évidents, mais justement, je trouve qu'ils sont trop évidents. Pour avoir regardé énormément de thrillers dans ma vie et de policiers, en règle générale, c'est jamais justement ceux qui ont l'air le plus d'être ceux qui l'ont fait. Et donc, bon, là, clairement, Léo est extrêmement suspect. Il a même tué quelqu'un dans ces épisodes et on va voir ma réaction à ça. You were in business with a couple glue-sniffing squishheads, Leo. There were no brothers. I broke up their act. This is Bernie. Oh! Jacques back in Canada. We have a long talk. He's staying there. Rest in peace, Voilà. Bernard Renault. Donc, lui, évidemment, Léo, énorme suspect. Ben Horne, très suspect aussi. En plus, Ben Horne et Léo travaillent ensemble. Pourquoi Ben, il est suspect, selon toi ? Ben, il est suspect pour de nombreuses raisons. Déjà, je trouve il a un manque de cœur évident, même dans sa façon de traiter Leland. C'est une crotte, quoi. Voilà. Il est impliqué dans pas mal de magouilles. Sa relation avec sa fille est assez ambiguë et on sent que sa fille le méprise et qu'elle a sûrement appris des choses sur lui ces dernières années et que ça l'a fait s'éloigner de son père et ça l'a fait le suspecter elle-même aussi. Donc, pour toutes ces raisons, moi, je le trouve très suspect. Et il est impliqué avec pas mal de personnes qui sont impliquées dans le crime. Et en plus, il avait un rapport avec Laura où apparemment, il lui chantait des chansons. Elle était régulièrement chez lui vu qu'elle s'occupait de son fils. Et il travaillait avec son père. Donc, il y a pas mal de liens. Mais, encore une fois, je trouve c'est un peu évident. Par contre, une que je suspecte plus qu'avant, même si la scène d'ouverture de la série m'avait un peu interrogée sur son rôle, c'est Josie. On la voit un peu comme une espèce de blanche colombe au début, très innocente. Et là, il s'avère que, bon, c'est peut-être par instinct de survie, mais elle sait manipuler beaucoup plus que ce qui n'y paraît, quoi. Aussi, dans son rapport avec le shérif, ce qu'elle lui dit pas. Et puis après, le fait qu'elle retrouve Ben Horne à la fin et qu'elle manipule avec lui Catherine. Il y a pas mal d'éléments où on se demande, et aussi qu'elle a un rapport avec Hank, le mari de Norma, qui l'appelle depuis sa prison. Moi, je me suis même demandé un peu si c'était lui qui avait tué son mari et que c'était pour
pour ça qu'il était en prison et qu'en fait c'était un accident, mais après j'ai compris qu'en fait c'était un vagabond. Mais bref, du coup il y a plein d'éléments qui font que je la regarde avec un peu plus de suspicion qu'avant. Mais en même temps, je sais pas du tout en fait, c'est très difficile. Pour moi, toujours le père de Donna, c'est possible. Là il faisait des lasagnes dans ces épisodes, pourquoi pas, tu vois. Doc, le pauvre Doc Hayward qui est sous le regard inquisiteur de Marie. Non, mais c'est un peu une blague, mais en même temps, c'est justement parce que j'essaie de trouver celui qui est le moins, où ça me ferait le plus de peine si c'était lui, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, oui, tu te prépares déjà à ce genre de twist qu'on a dans les séries où tu te dis, ah putain, c'est vraiment celui qu'on n'avait pas vu venir. Oui. Mais en même temps, elle baignait dans tellement de trucs troubles, Laura, que ce serait bizarre si c'était pas lié à ça. Maintenant qu'on a avancé un petit peu, tu penses que le meurtre va être résolu? Sur Twitter, quelqu'un a tweeté une pub de Twin Peaks à l'époque. C'est genre, allumez votre télé pour vraiment savoir ce qui s'est passé avec Laura Palmer, qui a tué Laura Palmer. Donc j'imagine que ça va pas être résolu dans cette saison parce que ce serait bizarre de faire une pub comme ça. C'est peut-être une blague de David Lynch. En même temps, une vraie question que je me pose, c'est où va aller la série s'ils résolvent le meurtre et qu'est-ce que sera la raison d'être de la série. Mais en même temps, je me dis aussi tenir 3 saisons et un film et une saison qui est 17 ans plus tard sur un meurtre, faut le faire. Hein. 26 ans. 26 ans plus tard, waouh, ouais, non. Alors justement, tu as parlé de Hank, qui est encore un nouveau personnage, parce qu'on manquait vraiment de nouvelles intrigues, qui était en prison, et il y a Norma qui l'avait déjà mentionné auparavant avec ses conversations avec Big Ed, que tu qualifies du vilain de la station essence. Oui, t'as vu ça. C'est vrai qu'il ressemble un peu au vampire dans Buffy, genre tu sais, avec tout le visage rassemblé au milieu. Tandis que son mari, Hank, ressemble à Patrick Swayze. Fake Patrick Swayze. Et en méchant, quoi. Ouais. Est-ce que tu as eu des premières impressions déjà sur Hank? Up to no good, quoi. Enfin, très clairement, c'est pas un gentil garçon, quoi. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que clairement, Norma et Shelley ont un peu des parcours parallèles. C'est-à-dire qu'elles ont chacune une liaison un peu illicite avec un autre homme et que l'homme avec qui elles sont mariées est abusif. Abusif, voilà. C'est les 2 seules blondes, à part Laura Palmer, dans le casting principal. Et elles travaillent ensemble et elles se ressemblent vraiment et elles sont de 2 générations différentes. Donc, il y a un peu un parallèle où je pense que c'est voulu, mais il y a quelque chose de très assez frappant. Il y a vraiment un rapport maternel, en fait, entre Norma et Shelley. Et moi, j'adore justement le rapport entre ces 2 personnages. Et là, c'est vrai que dans un de ces épisodes, il y a la scène où Norma apprend que Hank va être libéré de prison, où elle est très très triste parce qu'elle espérait qu'il allait y rester pour toujours en fait, et elles partagent toutes les 2 effectivement des histoires assez tristes où Shelley lui dit que elle se fait frapper par Léo, et elle lui dit que voilà, c'était idyllique au début et que dès qu'ils se sont mariés, elle s'est rendue compte qu'il cherchait juste une bonne qu'il n'avait pas à payer. Leo doesn't talk. He hits. He was so great at first, you know. And this flashy guy in his hot car. And then we get married, and I find out all I was looking for is a maid he didn't have to pay. I feel so stupid. Look at us. 2 men apiece, and we don't know what to do with any of the 4 of them. C'est un thème récurrent dans les œuvres de David Lynch, la violence envers les femmes. Et je trouve qu'il arrive toujours à les représenter comme il faudrait qu'elles soient toujours représentées, c'est-à-dire de manière vraiment triste, choquante, violente, mais pas gratuite. Pour l'enquête, Cooper et le reste de l'équipe, le shérif, Andy qui fait tomber son pistolet et Hawk, trouvent le One-Armed Man qu'on avait vu la dernière fois dans le rêve de Cooper, mais qui là ne s'appelle plus Mike et n'est plus dans un rêve, mais s'appelle Philippe Gérard. J'aime bien les noms français. Ouais, voilà. Ils le trouvent dans un motel. En fait, c'est un vendeur de chaussures. Ils essayent de l'interroger, mais ça mène pas à grand-chose, à part de savoir que son meilleur ami s'appelle Bob, comme dans le rêve pour le coup. Mais c'est pas du tout le même Bob que dans le rêve, c'est juste un Bob random. Mais c'est un Bob vétérinaire. Exactement. Et c'est la seule petite piste qu'il leur donne, c'est que après ils vont aller à la clinique et ils vont pouvoir un peu avancer dans l'enquête. D'ailleurs, dans l'épisode précédent, tu avais dit que c'était évident que l'acteur qui jouait Mike oui, vraiment, je était un faux manchot. Et là, clairement, à moins que David Lynch ait été à des années d'avance au niveau des effets spéciaux, c'est un vrai manchot. Oui, l'acteur a effectivement perdu son bras dans un vrai accident, donc... Je suis désolée pour lui et je suis désolée d'avoir dit ça, mais vraiment, de loin, dans la clinique, j'ai vraiment l'impression qu'il avait son bras caché. Ouais, et puis c'est ton côté suspicieuse. Oui, tu te méfies de tout, c'est bien.
Donc, grâce à Mike / Philippe Gérard / The One-Armed Man, Cooper se rend à la clinique vétérinaire pour enquêter parce que tu n'as pas mentionné dans tes suspects quand même qu'il y a un oiseau. Parce qu'elle avait des marques sur le cou, c'est ça? Ouais, des morsures de Voilà. bec. Et Ouais. en fait, c'était un oiseau. Exactement. Et donc, ils essayent de retrouver l'oiseau qui s'en serait pris à Laura. Un oiseau qui, on l'apprendra après, s'appelle Waldo. Voilà. Et donc, ils vont à la clinique et il y a ce moment qui est très, très bref, mais qui fait partie aussi de la grande légende de Twin Peaks. C'est le moment où ils croisent un lama dans la clinique. Et d'ailleurs, Cooper échange un petit regard avec le lama. Alors, c'est le moment d'une petite théorie du complot. Marie, comment tu expliques la présence du lama dans la clinique vétérinaire? Qu'est-ce que je pourrais dire sur le lama? Je pourrais dire que c'est un intrus parce qu'il ne fait pas partie de cette région, très clairement. Un lama dans la région du Pacifique Nord-Ouest n'a rien à faire là-bas. D'ailleurs, on peut se demander comment il s'adapte à cet environnement, à ce climat. Peut-être que le lama est Cooper, en fait, parce que Cooper lui-même n'est pas de cet environnement. C'est pour ça qu'ils partagent ce regard. Exactement, un peu de... ils se comprennent dans ce moment-là. Je sais pas. C'est quoi ta théorie Bien joué, à toi? bien joué. J'en ai pas non plus. Non, mais c'est très bien. Je pense qu'effectivement, je n'ai rien à rajouter. Non, mais je pense qu'en vrai, c'est juste parce que c'est incongru. Et c'est vrai que c'est très marrant. Dès que j'ai vu cette scène, j'ai commencé à rigoler parce qu'il y avait un lama au milieu du truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, dans une clinique vétérinaire, en général, la moitié des gens ont des chats, l'autre moitié ont des chiens. Et t'as peut-être une personne qui a un perroquet, quoi. Et là, en fait, t'as une personne qui a un lézard à ses pieds. Et enfin, ils ont tous des animaux un peu... Enfin, qui sont pas... Un castor. Voilà. Donc, c'est assez marrant, mais ça fait partie du charme. Ah, et ce qui m'a fait marrer chez le vétérinaire aussi, c'est que sur le signe de la clinique vétérinaire, il y a marqué « Aid to the Beast Incarnate ». Ouais. J'ai commencé à essayer de chercher « Beast Incarnate » sur Google pour voir si c'était une référence à la Bible. En fait, pas du tout. Mais un peu... Oui, mais ça fait un peu le démon quand même. Oui, voilà, le ça, diable. exactement. Ça veut dire on offre de l'aide à la bête incarnée. Donc, mais The Beast, c'est aussi le diable en anglais. Donc, c'était assez marrant. C'est un peu comme Dr Jacobi, quoi. C'est pas n'importe quelle clinique vétérinaire, c'est une clinique un peu spéciale. Franchement, je me dis vraiment, l'offre de soins dans cette ville, elle est particulière. Laisse à désirer. Ouais. Ils doivent cultiver des champignons hallucinogènes dans cette ville qui Ah, ça, c'est sûr, par contre. Dans la région, il y en a partout. Hein. En parlant d'absurdité, le sommet, quand même, c'est pas le lama dans la clinique vétérinaire, c'est quand Coop, Harry, Andy et le Doc Hayward, ton suspect numéro 1. Le pauvre. En plus, il est tellement choupi. Fun fact, il est joué par Warren Frost, qui est le père de Mark Frost, le co-créateur. Et fun fact aussi, Double fun fact. pour les gens qui ont regardé Seinfeld, il joue le père de Suzanne, la fiancée de George, et la mère de Laura joue la mère de Suzanne dans Seinfeld. Voilà. Donc Coop, Andy, Harry et Doc vont boire le thé avec la Log Lady parce que sa petite cabane, en fait, se situe pas très loin de la cabane de Jacques Renaud. Donc, ils sont sur le chemin et ils décident d'aller enquêter. Ils la croisent. Et alors là, elle est fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne parle que de manière très mystérieuse. Elle leur dit déjà qu'elle les attendait, qu'ils ont 2 jours de retard, que sa bûche ne juge pas, qui est une des grandes répliques cultes de Twin Peaks. Et elle leur parle de hibou. Elle leur dit rentrez à l'intérieur parce que comme ça les hiboux pourront pas nous entendre, ils pourront pas nous voir. About time you got here. Come on then. My log does not judge. I've got tea. I've got cookies. No cake. The owls won't see us in here. Comment tu as interprété cette scène ? En fait, déjà, bon, le seul truc auquel j'ai pensé pour les hiboux, c'est que je comprenais enfin pourquoi tu mettais des emojis hiboux dans nos échanges sur Twin Peaks. J'avais pas compris jusqu'à maintenant. Donc, je sais pas. C'était ma tentative de ululer. Non, mais c'est très bien. Écoute, je sais pas, parce qu'elle parle à une bûche et elle a une bûche qui a des sentiments et voit des choses dans ses bras. Donc, à mon avis, elle prête aussi des choses au hibou qui l'observe ou des choses comme ça. Très clairement, elle ne va pas très très bien. Ou peut-être qu'elle va très bien, mais qu'elle est juste sur une fréquence un peu différente. Je pense que c'est surtout ça. Mais ce que je trouve très intéressant, en fait, c'est que Cooper, c'est le mec le plus partant pour tous les délires de tout le monde. Et lui-même a beaucoup de délires et tout ça. Et la seule qui le bloque un peu, où tu le sens, où il a vraiment un espèce de...
C'est la Log Lady, ou même la dernière fois quand on lui avait dit de poser une question à sa bûche, moi je pensais qu'il allait poser une question directe à la bûche, parce que le mec, il fait des rêves, il balance des cailloux sur des bouteilles pour trouver un suspect, et il l'avait pas fait, il avait été bloqué. Et là, quand il arrive chez elle pour le thé, elle lui dit que sa bûche a des choses à dire, et c'est les autres qui vont lui dire oui, il faut que tu demandes. Et j'étais un peu surprise, parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, d'habitude, il est très très ouvert sur ce genre de choses, et là, en fait, tu sens que c'est sa limite. La Log Lady, il peut pas. C'est le truc qui va trop loin. Voilà, exactement. Comment tu interprètes la bûche? D'après ce que j'ai compris, cette dame a perdu son mari le lendemain de son mariage, et je pense que la bûche, c'est un peu un recueil émotionnel pour elle, c'est-à-dire que c'est un exutoire. Et je pense aussi qu'elle la tient comme un enfant et que c'est peut-être pas innocent. Son mari est mort le lendemain du mariage, donc elle a jamais pu avoir d'enfant, et qu'elle considère sa bûche comme un lien émotionnel. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété, mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai loupé, ou je sais pas. Je voulais faire justement un petit retour sur la Dame à la bûche, puisque c'est un de ces personnages vraiment iconiques, et comme tu l'as vu chez certains de tes collègues, mais en fait c'est un déguisement aussi très fréquent. Il y a plein de gens qui, encore aujourd'hui, essayent d'imiter la Log Lady. La Log Lady s'appelle Margaret Lanterman, et elle est jouée par l'actrice Margaret Coulson, qui est une grande acolyte de David Lynch, puisqu'en fait elle a commencé à travailler avec lui sur son tout premier film Eraserhead. Elle s'est occupée de la lumière, elle allait lui chercher du scotch quand il en avait besoin, parce que c'était un film très expérimental avec quasiment zéro budget, donc elle l'a beaucoup aidé sur ce film. Et en fait c'est à cette époque qu'est née l'idée de la Log Lady, entre elle et Lynch. En gros, Lynch voulait à la base faire une série sur ce personnage. Il avait imaginé cette femme qui tenait une bûche, qui avait perdu son mari dans un incendie, et donc elle avait une cheminée, mais la cheminée était condamnée parce qu'elle avait peur du feu depuis que son mari était mort, et en fait, elle avait un enfant, et elle utilisait la bûche comme une espèce de, pas de substitut à son enfant, mais par exemple, elle prendrait un rendez-vous chez le dentiste, et elle dirait au dentiste d'opérer la bûche pour que l'enfant puisse voir ce que ça fait d'être opéré des dents, etc. Donc c'était un peu le concept de base de David Lynch. Il l'a jamais développé, et au final, quand ils ont tourné le pilote, il était resté très 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 proche de Margaret Coulson, et il l'a appelé quand il s'apprêtait à tourner la scène de la salle des fêtes où on la voit pour la première fois. Il lui a dit: on a juste besoin que tu sois là, on te file une bûche dans les bras et tu vas allumer et éteindre la lumière pour attirer l'attention. Ça a bien fonctionné, et à partir de là, ils ont gardé le personnage de la Log Lady comme un personnage beaucoup plus important. Et fun fact, Margaret Coulson était mariée pendant longtemps à Jack Nance, qui joue Pete dans la série. Voilà, c'est une grande famille, Wow. le monde autour de David Lynch. Trop bien. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce personnage, et que les fans de Twin Peaks aiment généralement, c'est que déjà, elle représente l'absurdité de Twin Peaks, et aussi l'espèce de bienveillance qu'il y a dans cet univers-là, puisque en fait, c'est un personnage qui se comporte un peu de manière très perchée, mais que tout le monde accepte dans la ville. Ça a à la fois aucun sens et beaucoup de sens. Enfin, c'est David Lynch qui l'avait décrit comme ça, et il avait dit, dans toutes les petites villes, il y a une personne comme ça. Dans le sud, on appelle ça le fada. Non, mais c'est vrai. Nous, on appelle juste ça le voisin. Non, mais c'est vrai, dans le sud-est, ça s'appelle un fada, quoi. Ouais. Et chaque village avait son fada. Il n'y a pas que Cooper et le shérif qui enquêtent. En fait, dans ces 2 épisodes, tout le monde mène l'enquête. Et une des intrigues les plus palpitantes, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi je trouve, c'est l'enquête parallèle d'Audrey. Ah ouais. Qui a compris qu'il se tramait quelque chose au rayon parfum du magasin de son père, puisque Ronette et Laura, donc Ronette c'est l'autre victime qui a été retrouvée, travaillaient au rayon parfum, et donc elle décide de mettre en place un petit stratagème pour se faire embaucher au rayon parfum, pour essayer d'en savoir plus. Et ça donne lieu à beaucoup de scènes un peu de manipulation assez délicieuses. J'imagine que tu as beaucoup aimé ça. Oui, mais de toute façon, Audrey, c'est vraiment ma préférée, quoi. Je pourrais regarder 3 heures d'Audrey en train de se mettre du vernis à ongles. Je serais comblée. Elle est extrêmement charismatique, et ses petits jeux de manipulation sont très jouissifs. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a une vulnérabilité aussi, je trouve, chez elle, où parfois tu te demandes à quel point elle manipule et à quel point elle est sincère. Très clairement, quand elle joue avec son père, ou quand elle manipule l'employé de son père du magasin, là, il y a beaucoup de manipulation. Emery, may I speak frankly? Oh, please do. Let's talk retail. Perfume. Emery, here's what we're gonna do. You're gonna tell my father that I'm busy as a bee wrapping boxes with the drums. Then you're gonna put me to work this afternoon behind the perfume counter. Because if you don't,
I'm gonna rip my dress in half and scream at the top of my lungs and tell my father that you made a pass at me. Does that help to clear things up for you? Yes. C'est un personnage assez fascinant, je trouve, et qui m'intrigue beaucoup. Donc, je prends beaucoup de plaisir à regarder toute son intrigue. J'aime bien, en règle générale, quand des non-professionnels enquêtent sur des crimes dans des films. Je trouve ça toujours assez intéressant. Et là, c'est le cas. J'aime bien qu'elle mène sa petite enquête à côté et voir un peu où ça va. Ouais, c'est ça. Il y a une grosse influence de films noirs, en fait, dans Twin Peaks. Et je trouve qu'Audrey représente vraiment ça. Même la scène où elle croise Donna dans les toilettes du lycée avec une cigarette à la main et elle lui donne un peu des indices et elle lui dit « J'ai découvert qu'il y avait un truc au rayon parfum ». C'est à la fois un mélange du détective et de la femme fatale dans un noir. Et elle remplit les deux rôles. Donc, c'est assez génial à regarder. Ouais, puis vraiment, son rapport avec Donna, par exemple. Donna, que je trouve chiante sur tous les autres trucs parce qu'elle est tout le temps avec James en train de se regarder dans le blanc de l'œil, là. Mais avec Audrey, leurs scènes sont géniales, quoi. Ouais. Donc, Audrey, c'est un bijou. Tu la mets dans n'importe quelle scène, ça fonctionne, quoi. Elles sont tellement bien sapées, les deux. Ouais. Et tellement belles, quoi. Toute leur garde-robe, ouais. Il y a aussi Bobby et Shelley qui, eux, c'est même pas qu'ils enquêtent, c'est qu'ils interfèrent avec l'enquête des flics. Non, mais eux, rien ne va, quoi. Ah ouais? J'aime bien leur intrigue, je la trouve intéressante et tout ça, parce que justement, il se passe des choses et j'aime bien le fait qu'ils interfèrent, parce que Bobby va placer une chemise pleine de sang, la chemise qu'avait trouvée Shelley de Léo, mais qui au final, c'est pas le sang de Laura, c'est le sang de Jacques Renault. Jacques Renault. En fait, il me stresse parce qu'il se retrouve dans le domicile de Shelley alors que c'est une relation illicite. Je pense que Shelley, elle est un peu émoustillée par le danger en général. Tu sens qu'elle a un petit problème avec ça, il faudrait qu'elle fasse... Elle aime les bad boys. Hein, ouais, il faudrait qu'elle fasse une petite thérapie. Parce que quand elle prend le flingue et qu'elle se le colle contre la joue et contre le sein, j'étais OK, meuf. Mais tu es beaucoup trop excitée par... par le danger. Ouais. Un mec gentil, c'est bien aussi. Mais enfin, bon, du coup, ça m'a beaucoup stressée, on va l'entendre. Leo, missed the boat with you, baby. The biggest mistake of your life was dropping. Mais ils sont complètement fous, eux. About this. You know how to use it? OK, meuf. Thought you could teach me. Teach me, Bob. Non mais, je sais pas là, elle est avec un mec violent et vous êtes en train de vous sauter dessus dans sa maison alors que t'as une pièce à conviction dans ta main, ça va pas du tout. C'est stressant. C'est vrai, mais je suis contente parce que ça veut dire que la menace fonctionne quand même parce que Léo, on l'a dit, est joué par un acteur qui est pas hyper charismatique, mais grâce à la mise en scène, je trouve, et à la manière dont ça a été écrit, et notamment cette scène de violence entre Léo et Shelley qu'on a vue, et tout ce qu'on voit Léo faire en dehors, je trouve quand même que la menace a réussi à être assez présente pour que, effectivement, moi c'est pareil, à chaque fois qu'ils sont tous les deux, même dans leur voiture ou quoi, je suis hyper stressée. Pourtant, j'ai vu la série plein de fois, mais j'ai trop peur que Léo débarque. Donc ça veut dire que ça marche quand même un petit peu. Et surtout, ils sont inconscients, en fait, c'est ça qui m'énerve. À chaque fois, j'avais envie de les secouer. J'étais là, pourquoi vous pouvez pas retrouver dans un parc ou chez lui? Mais ils sont jeunes, et lui, il est au lycée, et elle doit avoir 1 an ou 2 de plus que lui, quoi. Et enfin, il y a aussi, tu l'as dit, Donna qui s'associe un peu avec Audrey, ou en tout cas, elle partage des informations pour mener l'enquête. Et puis Donna, elle enquête carrément avec James et Maddie, donc Madeleine, la cousine de Laura. Et il y a notamment cette scène où Madeleine dit qu'elle a trouvé une cassette qui était cachée dans la chambre de Laura, donc peut-être un futur indice, on ne sait pas. Oui, ça, j'ai très hâte de l'entendre. Enfin bon, Donna, elle retrouve James, il se regarde dans le blanc de l'œil, il commence à lui faire sa fiche Wikipédia à lui, où il lui raconte l'histoire de son père, de sa mère qui est alcoolo. En plus, ça sort de nulle part. Elle arrive direct, il lui dit « Mon père était machin, il est mort comme ça, et ma mère, en fait, je t'ai pas dit, mais elle est alcoolique et elle boit tout le temps. » Non, mais cette scène est complètement absurde. Ils sont vraiment en train de parler de, je sais pas, ce qu'ils ont mangé à midi, et d'un coup, il lui dit « Tu sais, ma mère, en fait, elle est alcoolique. » Mais non, mais c'est ça. Et j'étais là, mais pourquoi tu lui racontes ça? En plus, j'étais là, c'est bon, on a déjà 15 intrigues, j'ai pas besoin de ça. Ah non, vraiment, il est horrible. Et il y a cette scène qui me fait hurler de rire à chaque fois, c'est quand elle l'appelle, elle lui propose de venir dîner, et il lui répond « Non, I'm too sad. » Oui, mais c'est ça. Non, tu comprends pas quel est son délire, en fait, à James. Il est juste tellement mou et tellement chiant. Parfois, je suis là, bon, c'est bon, on peut zapper. Le truc avec Maddie, elles sont toutes très femmes dans leur façon d'être, alors qu'elles sont toutes adolescentes, sauf Maddie. Et je pense aussi que c'est le contraste, parce qu'elle est jouée très différemment de Laura Palmer, parce qu'elle est jouée par la même actrice, donc c'était aussi peut-être pour établir un contraste par rapport à ça. Oui, mais elle a un côté, très infantile. Bah après, c'est aussi parce qu'elle représente, je pense, cette vision un peu irréelle du double de Laura, et que tout le monde idéalise. Et d'ailleurs, quand James la croise pour la première fois, il est complètement... Enfin, il s'en remet pas, parce que c'est vraiment le sosie de Laura, et qu'elle a un côté assez fascinant.
Je voulais savoir quel est ton degré d'investissement dans la romance de James et Donna, parce qu'on y passe quand même pas mal de temps. Il est moins que 0, quoi. Enfin, je ne peux même pas. Je n'en ai absolument rien à faire. C'est-à-dire que, à part si demain elle le tue, là, ça deviendra intéressant. Et on pourrait couper toutes ces scènes. Ce serait non, parce qu'ils sont hyper émo en fait. C'est vraiment des adolescents amoureux, quoi. Mais Donna est très jolie. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'actrice est sortie longtemps avec Kyle MacLachlan. Je gardais ce petit fun fact pour plus tard, mais... Et bah, ils étaient très beaux ensemble. Bon, il y a un autre couple sur lequel je voulais t'interroger, c'est Norma et Ed, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Pareil, t'es pas trop investi dans leur couple? Non, mais enfin, surtout, je comprends pas leur couple. D'après ce que j'ai compris, ils étaient ensemble au lycée, c'était les 2 stars ou je sais pas quoi, et après, elle s'est trouvée son Hank, là, qui est horrible. Mais il est horrible, Ed. Non, et puis même psychologiquement, il m'énerve, en fait, parce que vraiment, tu trompes ta femme, et après, tu vas dire à ta maîtresse que tu devais quitter ta femme, que ta femme va pas bien. Bah ouais, enfin, c'est peut-être parce que tu la trompes. Non, je sais pas, je le trouve un peu lâche et mou du genou, il m'énerve. Non. Tu l'aimes bien, toi? Moi, j'aime beaucoup Big Ed, ouais. Je pense que c'est aussi parce qu'il fait partie de ces... comme beaucoup d'hommes de Twin Peaks, qui ont cette image de mec très droit, tu vois, qui est tout le temps là à rassurer un peu tout le monde. En quoi il est droit? Peut-être que c'est... Après, tu sais, le problème, c'est que c'est comme moi avec Rachel quand on avait commencé Friends. C'est-à-dire que moi, j'avais la distance de 10 saisons à connaître ce personnage et à avoir développé une affection pour elle. Et là, je pense que c'est pareil aussi. C'est par exemple comme au premier épisode, tu m'as dit que t'aimais beaucoup Bobby. Pour moi, il y avait aucune raison d'aimer Bobby au premier épisode. Maintenant, c'est un grand benet qui me fait marrer. Donc, je vois un peu ce qui peut se développer autour de lui. Mais Ed, pour l'instant, moi, vraiment... Ok. non, mais oui, moi je l'aime bien. Je pense que c'est aussi parce que j'aime beaucoup Norma et que du coup j'aime bien ce duo qu'ils forment tous les deux. Ouais. Et parce que il est, pour le coup, oui, certes, il trompe Nadine, mais il est mieux que Hank niveau. Oui, d'accord. Niveau moral. Non, mais bon, je veux dire. Mais c'est vrai que c'est pas, la barre est très basse, quoi. Ouais. Enfin, le troisième couple dont je sais que tu veux parler, c'est Andy et Lucy. Mes préférés. Mais d'ailleurs, pour le coup, tu es très investi dans leur couple à eux. Ils m'ont fait beaucoup rire. Alors eux, vraiment, je veux savoir ce qui s'est passé. Je veux savoir pourquoi elle n'a pas voulu passer la nuit chez lui. Non, pourquoi elle n'a pas laissé rester chez elle. Ah oui, c'est ça. Et puis bon, ils sont juste tous les deux complètement teubés, mais ils me font juste beaucoup, beaucoup rire, quoi. Lucy, did you hear what happened? I feel so dumb. I dropped my gun and it went off. Are you all right? Oh yeah, I guess so, but... I would like to chat, but I am now under orders to examine these files, so if you'll excuse me, please. En fait, dès qu'il ouvre la bouche, je rigole parce qu'il est tellement bené. Et quand il lâche son arme et que le coup part, le pauvre, on dirait un petit oisillon qui n'est pas prêt pour ce monde. Fun fact, Harry Goes, qui joue Andy, c'était le chauffeur de David Lynch. Et il avait été embauché pour le conduire à je sais plus quel moment. Il a dit, t'es tellement con, toi. Non, mais en fait, ça arrive souvent. On en a déjà parlé dans l'épisode précédent, mais Lynch fonctionne vraiment beaucoup à l'instinct et il a un peu des visions comme ça où il se dit, toi, je te verrais bien faire ça ou ça. Et donc, il va un peu attribuer des rôles comme ça de manière assez spontanée. Mais voilà, à la base, il n'était pas du tout censé jouer Andy. Et deuxième fun fact, il me suit sur Twitter. C'est vrai? Ouais. Mais en fait, je pense que si tu tweets 1 ou 2 fois sur Twin Peaks, il va finir par te suivre aussi, parce qu'il suit tous les gens qui tweetent sur Twin Peaks. C'est vrai? Waouh! Trop classe! Voilà. Wow. Petit humble brag. On n'a pas trop encore parlé de Catherine Martel, la femme de Pete, qui se fait sucer les orteils par Ben Horne. Mais qui a une bonne hygiène de lit. Voilà, exactement. Mais elle prend de l'importance quand même dans ces épisodes. Tu l'as dit, il y a toute une intrigue parallèle avec Ben et elle qui manigance pour en fait brûler la Syrie. Il y a Josie qui est mêlée à tout ça, où en fait on pense que Catherine et Ben manipulent Josie, mais on se rend compte après que Ben et Josie double manipulent Catherine. Ça commence à faire beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de Catherine pour l'instant ? Je pense qu'elle pense être plus intelligente qu'elle ne l'est vraiment, en fait. Et c'est un peu ce qui est révélé dans... Et c'est marrant parce que pour quelqu'un d'aussi manipulateur et d'aussi machiavélique, ou c'est comme ça qu'elle se pense, parce qu'elle est en train d'essayer de faire brûler la Syrie, même moi, dès qu'elle a dit... Enfin, même moi, Même moi, grand esprit. Non, mais c'est-à-dire, quand elle dit à Ben Horne sa cachette, j'étais là, mais elle est con. Tu révèles pas ta cachette à qui que ce soit. Si elle dit qu'elle n'a pas révélé à son mari, pourquoi elle va le révéler à son amant ? C'est pas parce que c'est son amant. Elle est vraiment aveuglée par son attirance sexuelle pour cet homme, apparemment. Elle pense jouer dans une ligue plus importante que là où elle est vraiment, quoi. Enfin, elle est un peu dépassée par les événements, en fait. Oui, mais sans s'en rendre compte. Ouais. Enfin, c'est un peu mon interprétation. Après, elle est maligne, la Catherine, hein, mais... J'avoue que Catherine, parfois, elle m'insupporte parce qu'elle est vraiment d'une cruauté extrême.
surtout avec Josie, mais en même temps, sa cruauté est aussi parfois très drôle. C'est horrible, j'ai ri, j'ai eu honte. Je sais de quoi tu vas parler, j'ai eu honte d'avoir ri. Quand elle gifle 3 fois Ben Horn. Mais non, c'était pas ça. C'était pas ça, parce que moi, en fait, de voir Ben Horn se prendre des claques à répétition, et en plus, bon, après, on comprend que c'est un peu un jeu sexuel entre eux, mais ça m'a fait beaucoup rire. Why did you have this $1,000 poker chip from you know where in your pants yesterday? I thought you preferred women with certain experience. Jerry gave me that. It's good luck charm. I thought I'd lost it. I'm so relieved that you found it. Are you quite finished? Yes. In that case. Ça m'a fait rire, en fait, en même temps, c'était horrible et la scène très vite tourne. C'est tragique, en fait, mais quand même, sa réaction, j'ai trouvé ça marrant parce que je me suis dit, elle est maligne, quoi. C'est quand Leland, en fait, est au milieu de la célébration avec des Islandais, ils adorent les Scandinaves, et il se met à danser, et du coup, Ben Horn lui demande de danser avec lui. À Catherine, et elle se met à danser avec lui, et à un moment Leland se touche le visage parce qu'il pleure, et du coup elle a fait genre c'est une nouvelle chorégraphie, et elle se touche le visage aussi, et c'est horrible, c'est d'une cruauté mais sans nom, parce que le pauvre c'est déchirant en fait comme scène, mais en même temps ça m'a un peu fait rire, j'avais un peu honte de rire à ce moment-là. C'est marrant, moi j'adore cette scène, et pour le coup je l'avais pas forcément interprétée comme de la cruauté. J'aime bien justement dans cette scène que Catherine vienne en aide à Ben, parce que généralement elle ne montre jamais aucune émotion, et là il est vraiment un peu paniqué parce qu'il lui dit en gros, Leland va foutre en l'air ma réception, il est en train de me taper la honte de danser, de pleurer tout seul au milieu de la piste de danse, vas-y, aide-moi à récupérer un peu le truc. Et elle le fait, alors que pour elle c'est un peu gênant aussi, et donc j'aime bien cette scène parce qu'on voit Catherine qui est gênée et qui sait pas trop comment se comporter, et c'est pas trop comme ça qu'on la voit d'habitude, et effectivement c'est très drôle après parce que tous les Islandais se mettent à danser en se tenant la tête. En même temps ça m'a un peu brisé le cœur, quoi. Ouais, je comprends. Je voulais qu'on parle justement de cette scène un peu plus en détail parce que c'est une de ces scènes complètement absurdes, comme Twin Peaks sait très bien les faire. Il y a effectivement Leland qui est un peu... c'est Dalida, quoi. C'est laissez-moi danser. Il ne s'arrête plus de danser dans tous les épisodes maintenant. Et il se met à danser en pleurant. Et à côté de ça, il y a Audrey qui vient déjà de voir son père coucher avec Catherine Martel, donc qui est un peu traumatisée, et qui s'était mise à rire au moment où elle l'a vu, mais là qui se met à pleurer. Pareil, elle est cachée derrière une colonne dans la salle de réception et elle se met à pleurer, et il y a cette musique hyper enjouée derrière. Donc c'est vraiment un de ces mélanges des genres, un peu comme la scène de l'enterrement, où c'est à la fois tragique, à la fois comique. Et je sais pas ce que t'en as tiré au final de cette scène. Oui, c'est ça, il y a un côté tragicomique, parce que justement, au début, quand ça a commencé, j'ai commencé à rire quand Catherine a fait la chorégraphie et quand tous les Islandais se mettent à faire la chorégraphie, mais en même temps, je trouve ça déchirant, parce que tu sens que Leland perd complètement pied. Ouais. Et pour moi, Audrey qui pleure... Je pense qu'elle a de la sympathie pour Leland déjà, et que ça lui fait de la peine parce qu'il y a un côté vraiment où tu le sens, il est très seul au final dans cette scène, Oui. et il est entouré de gens qui se moquent pas de lui parce qu'ils pensent que lui aussi fait une chorégraphie ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de très très gênant. Enfin, je me suis demandé aussi si c'était pas un truc par rapport à son propre père à elle, qui déjà est cruel. Je pense que voir le chagrin d'un père qui vient de perdre sa fille, peut-être la renvoie au fait que elle a pas du tout de bonne relation avec son père et que lui n'a pas un amour pour elle qui le mènerait à se comporter comme ça dans une scène pareille. Je l'ai toujours vu comme un truc plus existentiel où, dans cette scène, je l'imagine un peu être submergée par la tragédie de la ville, en fait. Enfin, par vraiment toute la noirceur, tu vois, depuis quelques jours. Elle a toujours un peu cette figure aussi de fille forte qui se laisse pas affectée par des émotions sombres, mais en fait, tu sens que ça commence un petit peu à la bouffer. Il faut évidemment qu'on arrive à la fin de l'épisode 6. C'est pour ça que je voulais qu'on se termine sur celui-là, parce que je savais que tu allais sans doute réagir très fortement. C'était très cruel, parce que je veux vraiment voir la suite. On a 2 cliffhangers à la fin de l'épisode 6. On a Shelly qui tire sur Léo. Oui, qui après lâche son... elle est pas trop aidée quand même, quoi. Parce que tu tires sur quelqu'un, tu lâches pas ton pistolet après. Tu gardes ton pistolet et tu le gardes pointé sur la personne, parce qu'on sait très bien. En plus, ça doit pas être une très bonne tireuse, parce qu'elle a pas beaucoup d'expérience. Le mec, il
va être touché à l'épaule et maintenant il a accès à un flingue. Voilà. Et donc, l'autre cliffhanger, tu l'as dit, c'est que Audrey, après avoir été bouleversée pendant cette réception un peu étrange... décide de se mettre à poil. Voilà. Alors, il se trouve que c'est pratique parce que Cooper loge dans le même bâtiment. Donc, elle monte dans la chambre de Cooper et Cooper rentre chez lui un peu exténué par tous ces Islandais qui chantent très fort depuis le début. Il voit que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre, il sort son flingue en se disant « je vais me faire attaquer ». Et en fait, il trouve Audrey nue dans son lit, en pleurs, qui lui dit « s'il vous plaît, ne me demandez pas de partir ». On va entendre ma réaction. Don't make me leave. Please, don't make me leave. Je l'adore. Elle est géniale. Non, parce que quand même, elle pourrait être triste tout habillée, tu vois, sur son lit. En plus, il lui a un peu mis un vent au début. Ouais. Elle est allée le voir au petit-déj et il est très fatigué à cause des Islandais qui chantent très tôt le matin. Et il Non, lui tu dit, sens qu'il a besoin de son sommeil. Ouais, voilà. Je m'identifie beaucoup à lui. Leur relation, c'était un peu... Enfin, il y avait moins de flirt. Et là, elle met les bouchées doubles. Ah oui, clairement. Franchement, là, c'était très, très dur de ne pas regarder la suite, en fait. En plus, dans le pilote, j'ai dit qu'Audrey avait 16 ans. Là, ils prennent bien soin de nous préciser son âge au début de l'épisode. Et en fait, elle a 18 ans. Donc, elle est quand même très jeune, mais elle est majeure. Oui, bah alors ça, c'est vraiment un truc d'américain. C'est genre, c'est clair. C'est légal. Il peut coucher avec elle. Vous voilà, en faites c'est pas. ça. Mais bon, juste pour rectifier, puisqu'on a répété plusieurs fois qu'elle avait 16 ans dans le podcast, et il se trouve qu'elle est quand même... Oui, elle a mais c'est 18 marrant ans. parce qu'ils en parlent dans cet épisode précisément. Justement, elle mentionne son âge, donc je pense que c'est pas innocent. Vu qu'après, bon, elle invite Cooper à des rapports avec elle. Hein. Mm-hmm. On va voir. On verra tes prédictions. Qui est ton MVP cette semaine, Marie ? Alors, mon MVP, c'est une dame qui apparaît dans Invitation to Love, dans une scène. Et en fait, elle est en train de toucher la tête d'un homme qui a les cheveux gominés. Elle le caresse et elle regarde sa main, qui doit être pleine du produit gras de ses cheveux gominés. Et elle a une mine de dégoût. Et après, elle continue à le caresser et elle s'essuie un peu sur lui. Et j'ai trouvé que c'était un moment génial parce que c'est tellement une petite touche en fait que tu peux louper très vite si tu regardes sans prêter trop attention. Et en même temps, c'est vraiment brillant quoi parce que c'est pas du tout un truc que tu verrais vraiment dans un soap opéra. Donc il y a un petit décalage et c'est très marrant. Enfin vraiment, ça c'était ma MVP, c'est elle quoi. Et toi, c'est qui ? Moi, c'est le lama. D'accord. Je ne veux pas avoir d'autres MVP. Tu connais mon affection pour les animaux dans les séries, donc c'était un peu inévitable. La meilleure réplique pour toi, c'est quoi ? La meilleure réplique, c'est une réplique de Coupe, puisqu'apparemment on l'appelle comme ça. Maintenant, je suis une initiée. On va l'entendre. I didn't go with you this morning because I didn't want to influence her. I'm a strong sender. J'avais choisi la même. T'avais choisi la même ? Ouais. I'm a strong sender, c'est vraiment genre, c'est magique quoi. Enfin, j'étais morte de rire. Il dit en fait qu'il voulait pas aller chez la mère de Laura Palmer, qui allait parler de son rêve, enfin de sa vision, parce qu'il voulait pas l'influencer, parce qu'il dit que il émet de fortes ondes. Voilà, exactement. Il émet de fortes ondes. Comme moi après le sport. Mais I'm a strong sender, en plus en anglais, il y a un côté un petit peu coquin. Enfin, je sais pas, il y a un truc, ça peut être un peu tendancieux, je trouve. Enfin, ça m'a fait rire. La façon dont il a dit ça, déjà, j'aimais de fortes ondes et c'est hyper drôle. Mais en plus, I'm a strong sender, il y a un côté genre un peu viril. Je sens que le sex appeal de Kyle MacLachlan commence à te gagner. Mais c'est lentement, marrant. mais sûrement. Mais toi, tu le trouves attirant ? Oui. Quand je regardais juste Sex and the City quand j'étais gamine, je le trouvais ignoble, on en avait parlé. Ouais. Après l'avoir vu dans Twin Peaks, maintenant même âgé, je le trouve beau, genre dans Portlandia, où il a ses cheveux poivre et sel et tout. Twin Peaks a complètement changé ma vision. C'est marrant de lui. parce que je sens aussi que graduellement, je commence à être séduite. À un moment, je crois qu'il est en Marcel et on voit ses bras un peu quand il dort ou un truc comme ça. Et j'étais Mais en même temps, son visage, c'est vraiment pas mon type, quoi, du tout. Mais c'est vrai qu'il a un certain charme. Ouais, et puis il a un minois. C'est vraiment un mec avec les cheveux gominés. Puis surtout, en fait, c'est juste la façon dont il est écrit, c'est vraiment brillant. Et d'ailleurs, l'écriture est vraiment excellente, quoi, de bout en bout. Et la mise en scène... Non, mais la mise en scène, vraiment, il y a plein de moments où j'ai pris des screenshots. Il y a un jeu avec les plans contre plans dans certaines scènes et tout ça. Et puis même, il utilise le flou parfois autour de certains personnages où il floute un petit peu l'image pour les mettre en exergue et tout ça. Les décors sont magnifiques et tout ça. Mais vraiment, même au niveau de la mise en scène, c'est très riche. Ouais, le plan dont tu parles, effectivement, où c'est Audrey et son père qui sont en train de discuter. Et Audrey est dans l'arrière-plan et son père est au premier plan. Et en fait, les deux sont en focus et il y a juste le milieu qui est flou. En fait, ça s'appelle une double focale ou split diopter en anglais.
anglais. Et Waouh, elle est trop forte. Excuse-moi. Non, et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, notamment dans des thrillers ou des films d'horreur, parce que ça crée tout de suite une sorte de gêne de voir aussi bien ce qu'il y a à l'arrière-plan qu'au premier plan. Enfin, ça crée une espèce de suspicion supplémentaire où tu te dis qu'est-ce qui est en train de se passer derrière lui, pourquoi on attire notre attention aussi sur ce qu'il y a à l'arrière-plan. Il y a aussi un autre moment à la fin de l'épisode 5, il me semble, où il y a un Dutch angle, c'est-à-dire que la caméra est très penchée. Enfin, Oui. on a l'impression que C'est quand Josie prend le téléphone. Ouais, voilà. Et il y a aussi un ours derrière empaillé. elle, ouais. Et ça, c'est vraiment des moments visuellement très très forts dans la série. Il y a un autre moment aussi où, pour moi, ça récupérait un peu les codes des westerns. C'est quand ils vont à la cabane et ils sont les 4 hommes et ils sont un peu superposés comme ça. C'était très bien. Ouais, c'est ça. Dans ces quelques épisodes-là, il y a beaucoup de plans vraiment très mémorables et effectivement qui attirent l'attention sur la réalisation parce que parfois, on n'y prête pas autant attention. Et je voulais te demander ce que tu pensais du style visuel de Twin Peaks puisque c'est en partie réalisé par quelqu'un qui est un grand cinéaste et qu'on parle souvent de la réalisation. La réflexion que je me suis faite, c'est que c'était très, très en avance sur son temps pour la télé. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de codes cinématographiques qui ont été récupérés à la télé avec tout le mouvement de la télé prestige. Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Je pense qu'on a tendance à dénigrer un peu la mise en scène des séries dans les années 90. Et par exemple, une série comme Urgence, quand on regarde le premier épisode, il y a des trucs très intéressants qui sont faits au niveau de la réalisation. Mais là, vraiment, on sent qu'il y a une patte cinématographique et un œil d'auteur, en fait, qu'il n'y avait pas à la télé à cette époque. J'ai vu peu de séries tout court dans toute ma vie avec une telle identité visuelle aussi marquée, aussi claire, aussi ou même au niveau des décors, des costumes. Et au niveau de la mise en scène. Enfin, c'est assez jouissif de regarder ça, quoi. Je suis très contente. Il y a une citation de David Lynch dans son dernier bouquin où il dit que pour lui, l'idée de faire une série télévisée était horrible et que surtout qu'à l'époque, le niveau de la télé était pathétique. Voilà, on aime Papy Lynch. Toujours le bon mot. On passe aux prédictions. Marie, là, on a terminé sur 2 gros cliffhangers, donc je pense que tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Qu'est-ce que tu prédis pour les 2 prochains épisodes qui concluront la saison 1 ? Sur le cliffhanger Shelly et Léo, moi, je prédis que Léo n'est pas du tout mort et qu'elle va se retrouver en grand danger parce qu'elle a lâché l'arme, encore une fois. Sur Coupe et Audrey, Cooper, je pense qu'il va embrasser Audrey, mais il va pas aller plus loin. Et je pense que ça va être un baiser, pas passionné, mais un baiser un peu de quelqu'un qui est plus âgé et qui est charmé par l'innocence et un peu aussi le jeu de séduction de quelqu'un de plus jeune, mais qui ne veut pas franchir cette ligne parce qu'il pense que ça n'est pas convenable ou quelque chose comme ça. Ça, je pense que c'est comme ça que ça va se passer entre Coupe et Audrey. Je sais pas du tout, c'est très difficile. Après, sur l'enquête... Je jubile. Sur l'enquête, soit c'est lié au réseau, parce que apparemment Laura se prostituait quand même, où elle vendait ses services de façon sexuelle, mais je ne sais pas exactement sur quelle étendue, et en plus vendait de la drogue, consommait de la drogue. Donc, soit c'est lié à ça, ce qui est le plus probable, parce que c'est quand même dangereux de faire tout ça, et surtout quand on est très jeune, et à n'importe quel âge d'ailleurs. Soit c'est quelque chose qui va être totalement surprenant et qui va sortir un peu de nulle part, où elle avait une relation avec quelqu'un qu'on n'avait pas prévu. Mais encore une fois, c'est un peu mon cerveau j'ai vu beaucoup de thrillers, et du coup, il y a toujours un peu ce truc où on essaie de surprendre, tu vois. Est-ce que la série va brûler ? La Syrie ? Ouais. Je croyais la série. Est-ce que la Syrie va brûler ? Oui. Je pense clairement que le crime ne va pas être résolu dans les 2 prochains épisodes. Enfin, je m'y attends pas du tout. Donc, je verrai. Voilà. Ok. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira les 2 derniers épisodes de la saison 1. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour plus de mystères et de lama. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Musique, Victor Benamou.
Marie, est-ce que tu as des notes cette semaine? C'est vraiment un benet, Sheriff Truman. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, parce que c'est pas vrai. Il est pas si bené que ça, mais il est un petit peu, mais pas trop. Je veux que la série soit sur Audrey. Quand il tire, j'ai mis « il va être super fort » et il est super fort, forcément. Cooper est un peu caractérisé comme ça, c'est-à-dire que c'est censé être un jeune prodige. Clairement, pour être agent du FBI à son âge, on connaît pas son âge exact, mais on imagine qu'il est peut-être fin de vingtaine ou début de trentaine, mais pas plus que ça. Et il réussit tout, il est excellent. Et oui, il y a vraiment cette idée il a gravi les échelons très très vite parce qu'il est brillant. J'ai adoré son petit speech sur j'ai connu une femme qui m'a fait connaître l'engagement. Qui m'a fait connaître aussi. Et la douleur du cœur brisé. Voilà. Et j'ai adoré le petit speech de Hawk, qui récite par cœur un espèce de truc qu'il a dit sur... qu'il a écrit pour sa meuf. Ouais, je l'ai noté d'ailleurs en entier, je sais pas pourquoi. Une femme peut te faire voler comme un aigle, une femme peut te donner la force d'un lion, mais une seule femme peut t'apporter la sagesse que tu as connu le vrai amour. Je crois que c'est un truc comme ça. Oui, c'est ça, The Singular Joy. Et j'adore que sa femme, c'est Diane Shapiro, doctorat à l'université de Brandeis, qui est une très bonne université. Donc j'étais assez épatée par ça. C'est une très bonne scène aussi. Ouais. Tu vois, j'aime beaucoup Twin Peaks. Ah, mais je suis trop contente. Ouais, c'est que le début. Oui, c'est vrai. Il y a une scène où Josie fait un sandwich pour Ben. Oui, j'adore cette scène. À chaque fois, ça me donne trop faim. En fait, j'ai une théorie. Ça m'a tout de suite fait penser. En fait, il y a un gros plan sur le fait qu'elle étale de la mayo. Ouais. Et il y a un truc sur TikTok. Il y a les King Tok. Et c'est des espèces de... C'est des TikTok où, en fait, les gens cuisinent ou font des trucs qui ont l'air anodins pour des... personnes qui ne sont pas initiées à ces kinks, mais qui, pour des personnes qui sont dans ces kinks-là, vont reconnaître en fait quelque chose qui va les émoustiller et qui va les exciter. Et ça m'a fait penser aussi chez Tarantino à l'utilisation des pieds, au fait qu'on voit souvent des pieds parce que Tarantino a un gros fétiche lié aux pieds. Et là, je me suis demandé s'il n'y avait pas un fétiche lié à la mayonnaise. Mais clairement, je souhaite m'abonner immédiatement si ça existe, si ce club existe. J'adore ce plan, vraiment. À chaque fois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me manger une tartine avec de la mayonnaise. Alors, les gens qui ont fait les props, donc les accessoires sur Twin Peaks, ont dû s'éclater. Parce qu'il y a tellement de trucs, genre le magazine, en fait, Fleshworld. Oui. Le sous-titre, c'est Swingers, Coast to Coast. Donc échangistes d'un bout à l'autre des États-Unis. Ouais. Enfin, il y a plein de petites touches comme ça où quand surtout quand sur le deuxième visionnage, à chaque fois, je repère des trucs qui sont très marrantes. Ouais. Tu dis qu'il y a une attention aux détails qui est quand même assez excellente et où ils se sont vraiment, tu sens qu'ils sont un peu éclatés sur le truc, quoi. C'est clair. Maddie, qui commande un cherry coke, qui ne boit pas son cherry coke, qui part et on a non mais j'étais là, ça j'aime pas ça quand ils font ça dans les séries. Ah ouais, c'est un grand classique. Ça m'énerve. Pourquoi elle est à poil, Audrey? Bon, je pense qu'on sait pourquoi elle est à poil. Voilà. Moi je sais pas. Quand même.